Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci de nous retrouver ce matin. Écoutez, on vous retrouve après 2 ans après qu'on ait tenu un atelier sur ce sujet à l'occasion de l'université d'hiver organisée par le Centre Info. On revient maintenant pour vous parler du Serious Game gardien d'immeuble 2 ans plus tard, c'est-à-dire finalement que s'est-il passé? Est-ce que les promesses qui vous avaient été faites à ce moment-là sont tenues? Et pour ceux qui découvrent le sujet, bien évidemment, c'est le moment de partager avec vous un début de succès qui nous plaît beaucoup et qui nous semble intéresser l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle au-delà du monde HLM dans lequel, pour notre part, nous travaillons. Alors, pour vous faire une rapide introduction sur ce monde HLM, en fait, dans le monde HLM aujourd'hui, vous avez à peu près 4 millions de logements. Alors, pour le dire avec des chiffres différents, ça représente 12 millions d'habitants. Donc, 12 millions de Français sont aujourd'hui logés dans le dispositif du logement social. On est un gros producteur de logements par ailleurs et les salariés du secteur qui nous intéressent plus directement sont répartis à travers 450 organismes employeurs. Alors vous avez souvent des terminologies qui ne sont pas toutes exactes mais qui sont utilisées. On parle d'office HLM. Il n'y a pas que des offices, il y en a de différentes natures, mais peu importe à ce stade. Ce qu'on voudrait faire ce matin avec vous, c'est vous parler d'une pratique de formation qui commence à s'ancrer dans notre secteur et vous raconter cette pratique à travers 4 regards. Donc, si Marika voulait bien nous montrer voilà, 4 regards qui vont vous raconter une histoire, l'histoire de ce Serious Game, de comment il a été fait, pourquoi il a été fait, plus que comment finalement, de ce qu'il est et de ce qu'il pourrait représenter pour vous. Alors rapidement, les acteurs, je vous les présente dès à présent. Vous avez d'une part Thomas Dubouchot, qui est responsable ressources humaines et formation au sein d'un organisme HLM qui s'appelle Limoges Habitat. Et alors, il vous dira, ça a été notre premier client sur cet objet. Il vous dira comment les choses se sont passées de son point de vue. Antoine Breyning, qui prendra la parole juste après, et qui est le président du Conseil d'orientation et de perfectionnement de l'AFPOLS. Une des particularités de l'AFPOLS, très en lien avec la journée de célébration du monde de la formation aujourd'hui, c'est que l'AFPOLS est gérée de manière paritaire. Donc, depuis sa création en 1972, nous avons dans notre conseil d'administration et dans une instance spécifique qui est le conseil d'orientation et de perfectionnement, une forte implication d'organisations employeurs et d'organisations syndicales dans une logique de gestion. Et c'est une logique de gestion qui fonctionne bien, qui est extrêmement intéressante. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ça n'est pas l'objet aujourd'hui. Vous aurez un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs de l'AFPOLS qui vont s'exprimer. Donc moi-même pour me présenter, Franck Martin, je suis le directeur général de cette structure depuis une bonne douzaine d'années à présent. Marika Delepierre, que vous entendrez beaucoup et qui vous présentera ce qu'est cette affaire de Serious Game et comment cela fonctionne. Et enfin, Benoît Barré, qui est en charge des opérations. C'est lui qui déploie auprès de nos différents systèmes clients le Serious Game dans ses différents états dans lesquels on n'aura peut-être pas le temps d'entrer aujourd'hui, mais je pense que, en tout cas, on va faire en sorte que vous puissiez comprendre l'essentiel. Dernier acteur et très important que vous pourrez écouter, mais ils ne seront pas en présentiel. On a préféré les enregistrer pour que ce soit plus fluide pour eux. Vous aurez quelques gardiens qui ont utilisé ce dispositif et qui viendront vous donner leur avis, qui, ma foi, est la meilleure gage de succès de cet ensemble. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette histoire, donc vous avez probablement compris que les uns et les autres vont s'exprimer pour construire progressivement une représentation pour chacun de vous de ce qui s'est passé depuis l'origine jusqu'au résultat final. Je vous propose de faire un premier petit détour pour que vous ayez une première représentation rapide, ça durera moins de 2 minutes, du Serious Game. Donc là, on peut partir sur un top vidéo. Vous avez ici
un dispositif qui vous permet de comprendre que vous entrez dans un monde de réalité virtuelle avec des personnages, des interactions. Je vais le commenter très légèrement, vous aurez vraiment le temps d'entrer dans le détail. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est à restituer un environnement de travail qui est un environnement de travail classique pour un gardien d'immeuble. Et vous y voyez ici un appartement avec ses différentes fonctionnalités qui permettra notamment de faire un état des lieux. Vous avez enfin là un grand nombre de modalités pédagogiques qui vous sont présentées et des modes d'interaction avec les participants sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Et les stagiaires vont passer en fait 16 demi-journées dans cet environnement. Alors on va revenir maintenant sur comment ce dispositif a été fabriqué, mais dans un premier temps, le pourquoi. Donc, vous avez ici Antoine Breining qui va prendre la parole, qui est le président du Conseil d'orientation et de perfectionnement de l'AFPOLS. C'est une instance importante dans notre fonctionnement. Elle rapporte au Conseil d'administration. Antoine a été saisi d'une question, ou le Conseil d'orientation et de perfectionnement a été saisi d'une question qui était finalement on a un problème avec nos dispositifs de formation de gardiens et on aimerait le régler, on a quelques idées. Antoine, je te laisse la parole. Merci Franck. Bonjour tout le monde. Peut-être pour bien situer la question et le cheminement, j'aimerais revenir quelques instants sur la gouvernance de l'AFPOLS. Franck Martin l'a dit, la gouvernance de l'AFPOLS est assurée de façon paritaire. Il y a deux instances qui sont inscrites dans nos statuts. D'une part, un conseil d'administration qui est, je dirais, l'instance suprême qui s'occupe des finances de l'AFPOLS, de son fonctionnement administratif. Puis à côté de cette instance fonctionne un dispositif, une instance qui s'appelle le Conseil d'orientation et de perfectionnement. Ce conseil d'orientation et de perfectionnement se réunit très régulièrement sous diverses formes, sous forme plénière 2-3 fois par an, 3-4 fois parfois, et sous forme de groupes techniques avec un certain nombre d'experts, beaucoup plus souvent, donc pratiquement tous les mois. La mission de ce conseil est de préparer avec les consultants, avec les consultantes, l'offre de formation de l'AFPOLS, de traduire cette offre dans des aspects pédagogiques, de construire de nouvelles formations, de les adapter, et bien sûr aussi de constater ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, c'est un travail passionnant et qui réunit des personnes qui toutes ont travaillé sur le terrain et qui, bien sûr, se font un devoir de mettre en œuvre cette façon de travailler. Alors, comment s'est construite cette formation des gardiens? C'est une longue histoire puisque l'AFPOLS forme des gardiens depuis une trentaine d'années et il me semble, dans ma mémoire, si elle n'est pas défaillante, que le titre de gardien est inscrit au RNCP, au Registre national des certificats professionnels, depuis une trentaine d'années. Alors d'abord, ça a fonctionné en région parisienne, et puis tout doucement, cette formation des gardiens s'est développée pour s'étendre sur l'ensemble du territoire.
Formation très appréciée. Nous avons formé énormément de gardiens. Je pense que Franck pourra vous dire le nombre de gardiens qui ont été formés. Un dispositif particulièrement apprécié, mais qui, au fil des années, bien sûr, est devenu lourd, est devenu a vieilli, il faut le dire, et commençait à peser autant sur les finances des organismes, puisque c'était une formation qui était chère, 10 000 €, et aussi lourde dans son application, puisque les salariés qui la suivaient devaient s'absenter de leur lieu de travail 42 jours. Ce qui est quand même extrêmement compliqué pour les organismes de mettre en œuvre, d'une part, une présence de proximité, en même temps l'absence de salariés pendant de longues journées. Et puis donc, nous avons continué à adapter cette formation, essayer de l'améliorer au fur et à mesure, mais avec toujours ces difficultés que je viens d'énoncer. Et puis, nous avons eu plusieurs opportunités qui ont un peu fait bouger les choses. La première opportunité, c'était l'obligation pour les organismes de mettre en place des gardiens d'immeubles. Donc, nous avons eu beaucoup plus de demandes de formation à un certain moment, avec toujours cet handicap du prix très cher et de la durée. Et puis, parallèlement, nous avons développé à l'AFPOLS un plan stratégique dans lequel, très rapidement, le mot de digitalisation, de formation à distance est apparu. Le COP s'est penché alors sur cette question et s'est dit pourquoi ne pas transformer cette formation des gardiens d'immeubles en formation digitale, en formation à distance, et du coup la moderniser. Et c'est ainsi qu'après plusieurs étapes de discussion et puis aussi une étape importante de passage au conseil d'administration, puisqu'il fallait convaincre le conseil d'administration qu'un investissement d'environ 700 000 € était nécessaire, nous avons commencé à travailler sur ce que vous allez découvrir au cours de toute cette matinée, cette formation digitale des gardiens. Alors, cette formation digitale a abouti à des changements très importants. Tout d'abord, le prix. Nous sommes passés de 10 000 à 5 000 €, donc la moitié de ce que coûtait cette formation auparavant. Donc, réduction du coût de la formation. Et puis surtout aussi adaptation de l'organisation même de la formation, puisque des 42 jours présentiels, nous sommes passés à 24 jours, dont 16 présentiels et 16 demi-journées en distanciel, avec bien sûr une énorme souplesse pour les salariés, à savoir qu'ils peuvent choisir les moments pendant lesquels ils se forment, ils peuvent réviser, ils peuvent passer des quiz, ils peuvent faire plein de choses et ainsi bénéficier d'une souplesse qui n'existait pas auparavant. Alors, c'est un résultat qui est très apprécié et nous l'avons développé maintenant depuis quelques années. Et je pense que cette étape de digitalisation de la formation des gardiens a été une énorme étape pour l'AFPOLS parce qu'elle nous a aussi beaucoup servi l'an dernier lorsque la pandémie a démarré. L'AFPOLS était déjà prêt. L'AFPOLS savait comment mettre en place une formation à distance, une formation digitalisée. Et c'est ainsi qu'au mois de mars 2020, lorsque certains organismes ont été surpris, nous avons, nous, à l'AFPOLS, pu très rapidement proposer à notre clientèle, à nos clients, à nos organismes, à ceux qui travaillaient avec nous,
des formations à distance, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois de réorganisation, nous avons pu poursuivre notre offre de formation à l'ensemble de nos clients dans tous les domaines, évidemment, pas uniquement dans la formation des gardiens d'immeubles. Alors, je veux peut-être ajouter une dernière chose, c'est que nous voyons ce matin la formation, le parcours gardien d'immeuble, mais il faut savoir que parallèlement, l'AFPOLS a développé tout un parcours professionnel de certification, puisque nous avons développé des formations de gardiens d'immeuble, bien sûr, mais aussi de responsables de clientèle, de responsables d'accueil, de responsables de site. Et toutes ces formations existent aujourd'hui, sont en train d'être mises en place sous forme de blended, de formation à distance, et sont toutes certifiantes, c'est-à-dire que le salarié qui suit cette formation disposera à la sortie, à la fin de la formation, d'un diplôme qui lui permettra de monnayer ses connaissances, son travail, et puis aussi d'appliquer ce qu'il a appris sur le terrain, sachant que la proximité, le travail de proximité est un souci essentiel pour les organismes aujourd'hui, et les derniers changements de gouvernance dans les organismes ont montré combien les nouveaux présidents d'office, les nouvelles gouvernances sont attachées à développer un service de qualité sur la proximité. Voilà ce que je souhaitais dire, mais je suis bien sûr prêt à répondre à des questions au cours de la matinée. Je vais rester parmi vous, évidemment, mais voilà comment on est arrivé un peu à la situation d'aujourd'hui et à ce que vous allez découvrir ce matin. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Je pense que le décor est cette fois-ci extrêmement bien planté. On y voit tous clair. Alors, j'invite ceux qui participent à cet atelier à ne pas hésiter à nous poser des questions. On a une équipe qui est prête à gérer vos questions, les modérer et faire en sorte qu'on puisse y répondre, soit si vraiment elle est urgente en cours de discussion, soit en fin de présentation. Ça nous intéresse toujours beaucoup d'être en discussion avec les uns et les autres sur ces objets qui sont somme toute innovants et qui peuvent parfois poser quelques questions. Pour le coup, ce que je vous propose à présent, c'est à travers le regard que va nous proposer Maréka Delepierre, eh bien d'entrer de manière plus détaillée cette fois-ci dans une démonstration du Serious Game. Donc, Maréka, la question qui vous est posée est assez simple, c'est qu'est-ce que c'est que ce Serious Game ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce Serious Game ? Nous allons commencer par une vue avant la vidéo. Une vue de la résidence Océane. Je présume que c'est partagé. Vous pouvez la voir maintenant en contre-plongée. Donc, vous voyez également ma souris, je pense, oui, c'est parfait. Donc, vous voyez la résidence Océane ici. C'est l'univers en 3D dans lequel les utilisateurs vont évoluer avec des choix techniques facilitants. Donc, on se déplace dans la résidence Océane avec son clavier, tout simplement, les flèches du clavier, et la souris pour cliquer sur les boutons, orienter le regard. On a voulu une navigation très très simple pour quelque chose qui soit accessible même à des personnes non habituées à l'informatique, à l'ordinateur. On l'a testé, ça marche. Elles ont parfois un peu peur, ces personnes, mais au bout de 20 minutes, elles ont pris le coup. Donc vous voyez la résidence Océane, on arrive ici en bas, en bas à gauche, dans le coin gauche de l'écran. Au niveau du passage piéton, on entre dans la résidence par cette grille et puis on va pouvoir évoluer, rencontrer tout un tas de problèmes parce que bien entendu la résidence Océane ne fonctionne pas parfaitement, rencontrer des locataires, rencontrer des prestataires dans cet environnement. Donc ici un premier bâtiment de 2 étages, un autre ici beaucoup plus grand, bâtiment marin, bâtiment alizé, on est dans un pays de bord de mer. Un espace vert, une aire de jeu que vous voyez ici dans le fond où il va se passer des choses, hein. Bien entendu, le toboggan sera cassé et ce sera dangereux. On a un parking souterrain également où il se passe des choses, un toit terrasse,
où on a forcément des problèmes à gérer, des occupations abusives de parties inappropriées, des parkings, un local poubelle ici, où on va pouvoir traiter des sujets comme la collecte des déchets, la gestion des encombrants, un accès pompier qui, bien sûr, sera occupé par une voiture qu'il faudra traiter, donc tout un tas de situations problèmes qu'il faudra traiter. Nous allons maintenant passer à une petite démo en vidéo que je vais commenter en direct, qui vous donnera à voir un peu plus précisément ce qu'est cette expérience de nos utilisateurs de Serious Game. Alors voilà l'écran de connexion qu'on a vu tout à l'heure. Tout simple, hein, on se connecte avec un mot de passe et un identifiant. On va être accueilli tout de suite par la directrice d'agence. Bonjour et merci de vous être déplacé si rapidement. Comme vous le savez, le gardiennage d'immeubles est un métier qui n'est pas à la portée de tous. Cela demande des valeurs particulières, une éthique et même parfois des nerfs d'acier. Quoi qu'il en soit, on doit faire preuve d'une grande agilité d'esprit. D'ailleurs, si je vous le proposais, parmi ces réponses, lesquelles choisiriez-vous ? On commence tout de suite par un petit quiz où on va interroger, mobiliser l'apprenant sur les qualités requises pour être gardien. Tout au long du parcours, on va mobiliser l'apprenant à travers des petits quiz. Ici, on s'arrête quelques minutes sur l'interface téléphone. Vous voyez que l'utilisateur a cliqué sur le petit bouton violet au-dessus de la carte en bas à droite qui a permis d'afficher le téléphone, puisque nos gardiens sont tous équipés d'un smartphone professionnel. Et donc, à travers ce téléphone virtuel, ils vont pouvoir accéder à plusieurs fonctionnalités que je vais décrire brièvement et qu'on reverra après dans la démo. Donc, en haut, on a un appareil photo. À certains moments du Serious Game, il est demandé de faire un safari photo, donc d'aller repérer des désordres dans l'univers 3D. Donc, ça peut être des fissures ou des épeauffrures sur les murs. Je suis devenue très experte dans ces termes techniques. Ou des désordres dans les parties communes. Donc, l'utilisateur est invité à les repérer dans l'univers et à les prendre en photo. Nous avons également en haut à droite la bibliothèque qui permet de revisionner deux types de ressources proposées, des vidéos, toujours très courtes, 2 à 3 minutes par des experts formateurs de l'AFPOLS, ou des fiches pédagogiques, donc ressources texte et images. On les a rendues les plus visuelles possibles. À tout moment dans le Serious Game, l'utilisateur peut accéder à cette bibliothèque et aller rechercher des ressources avec un moteur de recherche, bien sûr, puisque, comme l'indiquait un slide précédemment, on a énormément de ressources vidéo, fiches pédagogiques qui sont proposées, donc le moteur de recherche était indispensable. Un bouton carte du site Océane qui permet aussi d'enclencher des scénarios. Un bouton progression qui permet de visualiser, c'est très important que l'utilisateur puisse voir où il en est, donc avec des jauges de progression, des jauges thématiques sur la gestion locative, les aspects techniques, la relation locataire, mais également par scénario, par mise en situation. C'est d'ailleurs par ce biais qu'il pourra rejouer autant que nécessaire les mises en situation souhaitées avec un visu, un pictogramme qui permet de savoir si on a été bon ou moins bon sur cette mise en situation. Pictogramme très simple météo qu'on verra tout à l'heure. Évidemment, un bouton réglage pour que chacun puisse ajuster l'affichage et optimiser le visu. Et puis un bouton espace pause café qui renvoie vers un espace forum qui permet de discuter entre le groupe et avec les formateurs, et également d'accéder à une interface calendrier qui permet, comme le disait Antoine tout à l'heure, aux participants de ces parcours certifiants de choisir le moment où ils vont jouer ce Serious Game. Donc, on peut continuer la vidéo. Vous voyez la carte qui permet de sélectionner des mises en situation. Nous voici à l'entrée, comme tout à l'heure. On ouvre la grille et on va découvrir quelques extraits de mise en situation. Les boutons d'action, pour ouvrir une porte ou parler, on va tout simplement cliquer sur un bouton d'action. Ici, on est dans une mise en situation sur l'occupation des parties communes. Il y a des problèmes qui ont été constatés au niveau du parking, dont nous sommes invités
à aller dans le parking souterrain, constater les dégâts. Alors, je ne sais pas si la résolution est très bonne, mais moi, je vois des dégâts, des débris au sol. Effectivement, il y a eu un squat dans le parking. Des personnes ont laissé des déchets. Il va falloir les constater. On voit même des tags sur les murs. Et voici que se lance une petite vidéo expert. L'occupation abusive des parties communes est interdite par la loi et entraîne toute une série de conséquences. Des conséquences techniques comme des dégradations. Des conséquences sur la sécurité avec en premier chef les risques. Voilà, on ne va pas la regarder en entier, mais on fait une toute petite pause pour souligner l'implication de nos formateurs, un grand nombre de formateurs de l'AFPOLS qui avaient l'habitude d'œuvrer en présentiel, ont contribué à ce Serious Game, soit sur l'ingénierie, soit sur ces vidéos pédagogiques. Donc, ils ont accepté de se prêter au jeu et d'être filmés. Les vidéos sont toujours très courtes, 2 à 4 minutes, parce qu'il faut toujours maintenir l'engagement de l'apprenant et on a fait ce choix d'avoir des ressources très précises, très courtes, pardon. On peut continuer. D'incendie. Un autre type de quiz ici, vous voyez un glisser-déposer ou drag and drop en anglais. On va aller positionner des termes sur des images. Là, on va pouvoir constater une dégradation ou un désordre en tout cas dans le bâti. Ici, nous voici sur l'aire de jeu. On a un visu bibliothèque, on voit qu'on peut accéder à la bibliothèque avec ici un affichage sur la fiche pédagogique concernant les voitures ventouses. Une marche à l'échelle. Et tout à l'heure, mon fils s'est tordu la cheville. Vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive. Bonjour, je vous dérange pas? La petite famille s'agrandit, c'est pour dans 3 mois. Pas un, mais 2 bébés vont arriver. Du coup, dans mon T2, ça risque de devenir trop petit. Avec mon mari, on souhaiterait changer pour un T4, de préférence dans le même immeuble. On a nos petites habitudes, vous savez. Vous pourriez me renseigner sur les démarches à suivre? Quelques locataires qui ont des problèmes divers. Dans cet épisode, une locataire en place souhaite changer de logement. Oui, bonjour, c'est Mademoiselle Béa du bâtiment marin. Voilà, j'ai un problème. Ça fait des heures que le voisin d'en face il met sa musique à donf. J'arrive pas à me concentrer. Donc je m'excuse, mais moi j'ai un examen à préparer. Donc je fais comment? Voilà un autre type de quiz. On va positionner à nouveau des définitions sur des photos. La progression dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on voit progresser les jauges de points. Et puis la météo des épisodes avec les petits pictos. Là, on voit qu'on a des grands soleils ou des nuages noirs qui nous donnent des indications sur le niveau. On est parfois interpellé par le téléphone, soit des appels en visio ou des SMS. Là, en l'occurrence, on a un problème de palier encombré. Encore un locataire qui ne respecte pas le règlement intérieur. Je ne sais pas si on le verra. Notre ascenseur, toujours. Si on est dans le bâtiment Alizé, cet étage, on va aller au premier. Effectivement, le palier est encombré. Ah, bonjour, c'est vous. Bah alors, qu'est-ce qui vous amène? J'étais en train de me faire un café, ça vous tente? Monsieur Bogossi, très sympa, mais il encombre son palier, il n'en a pas le droit, donc on va travailler sur l'argumentaire, la réglementation, à travers des mini-jeux type QCM ou autre. Et voilà, on en a terminé sur cette vidéo qui vous donne un premier aperçu de ce Serious Game. Je vous propose, Franck, vous voulez reprendre la parole? Tout à fait, très rapidement. Donc, écoutez, merci Marika pour cette présentation. J'espère que ça donne aux uns et aux autres une bonne représentation de comment se déroulent les choses. Et là, il me semble que dans l'intéressant, ce serait d'écouter ce qu'en pensent les gardiens. C'est-à-dire ceux qui ont utilisé le Serious Game pour se former. Écoutons-les une première fois. Je sais pas exactement comment appeler ça, si c'est un jeu ou pas. Voilà. En tout cas, on prend plaisir. On apprend en jouant. J'étais aide-soignante de base.
Je me suis convertie dans le métier de gardienne d'immeuble. C'est à partir d'un licenciement que j'ai décidé de faire une reconversion en fait. Je suis donc gardien en contrat de professionnalisation et j'ai l'occasion donc de faire cette formation en alternance. Je fais un parcours certifiant qui est quand même assez intéressant et qui me permet de gagner en compétences. J'ai fait plusieurs choses dans le métier du social, plusieurs métiers. Je suis passé par la médiation, par l'animation socioculturelle. Et du coup là, j'ai voulu me faire une reconversion totale en fait, mais toujours dans le métier du social bien sûr, dans le métier du gardien d'immeuble quoi. J'ai eu l'occasion d'utiliser cet outil qui est le Serious Game, qui a permis quand même d'avoir un aspect plus ludique et plus dynamique donc de cette formation. Et ça s'appelle le Serious Game, c'est une sorte de jeu en 3D. C'est un outil qui permet en fait de se mettre dans la peau d'un gardien de manière virtuelle et de pouvoir répondre aux attentes donc, du métier et d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire face à des situations en réel. Alors le Serious Game, moi aussi je découvre parce que c'était un peu compliqué pour moi personnellement parce que je ne suis pas un geek. Mais au début, c'était pas compliqué, mais je connaissais pas, donc du coup, fallait un peu de temps pour que je me lance, un peu de temps pour que je comprenne les choses, et j'ai vite compris. Mais ils nous ont dit qu'avec le temps, on allait s'adapter, effectivement, ça se passe. Le Serious Game, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous situer, en fait. Ça nous fait des mises en situation, du vocabulaire, justement pour nous apprendre à avancer dans l'information et à acquérir des compétences en fait. Ça m'aide beaucoup à apprendre pour pouvoir pratiquer sur le terrain en fait. C'est un outil simple, ludique et très dynamique. On comprend très bien le sujet, on est en pleine immersion, comme si c'était la réalité en fait. Voilà. Et je le conseillerais à quiconque qui voudrait justement utiliser cet outil. Bien voilà, je pense que ce sont des témoignages qui valent mieux qu'un long discours sur l'intérêt de ces pratiques. Je vous propose de continuer l'exploration de ce qu'est ce Serious Game en nous intéressant, puisqu'on est non pas entre techniciens, mais entre personnes de formation, entre pédagogues, en nous intéressant aux leviers pédagogiques qui ont été utilisés pour que cela fonctionne. Marika, je vous donne la parole, allez-y. Merci Franck. Donc effectivement, pour arriver à ce résultat d'un Serious Game engageant, les enjeux c'était faire plus court, moins cher et plus engageant, et tout aussi efficace bien sûr, avec un public spécifique. Il a fallu développer, enfin on s'est appuyé sur un certain nombre de leviers pédagogiques. Sur le slide que je vous présente, on en a listé un certain nombre. On ne va pas les évoquer tous, bien entendu, parce qu'il y en a certains qui sont déjà bien connus. On va simplement faire un focus sur la question du storytelling, la question de l'immersion. On a développé un univers immersif, la gamification ou ludification, et les leviers contrainte et autonomie qui, tout en étant opposés, sont tous les deux au service de l'engagement. Voilà, mais bien sûr, il y a une progression pédagogique, il y a de la méthode inductive, je pense que ça parle à tous les gens qui nous écoutent. L'alternance, c'est aussi un levier qu'on met en œuvre dans le cadre de ces parcours certifiants, puisque enseignement à l'AFPOLS, mais également période sur le terrain en contrat de professionnalisation. De l'ancrage mémoriel, le tracking et l'accompagnement, bien sûr, et l'articulation de toutes ces modalités en digital et présentiel. Donc, premier levier que je vous propose d'explorer, le storytelling. Alors, le storytelling ou communication narrative, si on veut le dire en français, finalement, on se retrouve souvent à jongler entre le français et l'anglais dans ces univers. Le storytelling permet plusieurs choses. Ça a l'air d'être anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Ça permet de capter et de retenir l'attention. Simplement pour preuve, souvenez-vous, si vous avez croisé dans vos pérégrinations familiales un conteur s'exprimer devant un groupe d'enfants, eh bien, on voit que l'histoire permet de capter et de retenir l'attention, c'est assez remarquable. Le storytelling permet également de favoriser la mémorisation. Les éléments ont toujours 20 fois plus de chances d'être retenus s'ils sont présentés comme une histoire.
c'est assez évident. On peut repenser aux origines du monde, rien que ça. Les récits ont construit le monde et c'est sans doute par des récits de chasse que les hommes et les femmes préhistoriques ont retenu et transmis les techniques efficaces qui leur ont permis de survivre. On peut se l'imaginer avant l'écriture. Le storytelling permet aussi de faire des liens et de penser la complexité. C'est moins évident, mais pour preuve, je vous propose à l'issue de cet atelier ou quand vous aurez le temps d'aller visionner la vidéo du lauréat du concours Ma thèse en 180 secondes. Ça a eu lieu récemment. C'est un Suisse qui s'appelle Johan Tenesi et qui a fait une thèse sur l'implémentation d'un protocole de stimulation cérébrale profonde adaptatif ciblant les troubles de la marche dans la maladie de Parkinson. Donc, je prends ma respiration pour le titre de sa thèse. Et il en parle en 180 secondes de manière extrêmement limpide. Et je vous le donne en mille, ça commence par « Il était une fois ». Donc, voilà. Le storytelling permet aussi d'engager émotionnellement l'interlocuteur, l'apprenant. On aura toujours plus de motivation à comprendre comment se gèrent les impayés en partant d'une situation concrète, avec la touchante Madame Brady qui est dans le Serious Game, qui a dû changer son lave-linge et qui est en difficulté sur le paiement du loyer. Ce sera tout de suite beaucoup plus impactant plutôt que d'engager sur la réglementation qui encadre le recouvrement des loyers, qui n'est pas très très drôle, bien entendu. Le storytelling permet aussi d'imaginer, de se projeter, de changer ses représentations. Les histoires permettent de sortir du cadre habituel, elles permettent de faire un pas de côté. Pour preuve, on peut juste repenser aux fables de La Fontaine. Hein. C'est un peu grâce au corbeau et au renard qu'on apprend, ou plutôt on comprend pourquoi tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je trouvais que c'était une image assez illustrative de cette capacité du storytelling à imaginer, se projeter, changer les représentations. Alors, le levier suivant que je voudrais vous proposer, que nous avons choisi de vous présenter, c'est l'immersion. Il était très important d'appuyer sur ce levier et pour ça, on a créé un univers 3D que vous avez vu tout à l'heure. Hein, donc, c'est beaucoup de développement, beaucoup d'objets et de personnages en 3D. Du design sonore, vous en avez eu quelques exemples, il y en a d'autres, des gratifications sonores. Enfin, l'audio est très présent. Et puis aussi un choix technique, alors c'est pas nouveau, mais on l'a vraiment réinvesti, de présenter des personnes en chair et en os. On aurait pu présenter des petits personnages dessinés, des mascottes ou des personnages en 3D, comme on en a vu certains d'ailleurs, Madame Coben qui est un personnage en 3D, mais c'est finalement peu fréquent. On a choisi de filmer des comédiens sur fond vert qui incarnent vraiment nos locataires ou les interlocuteurs de l'utilisateur. Ça contribue fortement à l'immersion. Donc, c'est des choix qui ont des implications fortes en termes de tournage. Là, j'ai mis une petite vidéo. Vous voyez le tournage sur fond vert. Donc ça, c'est très important et ça contribue à la qualité finale. La gamification, c'est pareil, ça a l'air d'aller de soi. C'est très, très engageant. On le voit, j'accompagne des groupes utilisateurs et je les vois prendre plaisir à gagner des points, d'ailleurs de manière assez surprenante. Je les vois faire et refaire les mises en situation sur lesquelles ils ont des pictos nuages noirs ou nuages gris. Alors, en général, ils ont très peu de nuages noirs, plutôt quelques nuages gris. Et ils vont refaire plusieurs fois les mises en situation jusqu'à obtenir un grand soleil et c'est très important pour eux. J'en étais surprise. Je ne suis pas sûre qu'ils auraient fait autant de fois les mises en situation s'il n'y avait pas ces pictos qui les guidaient et qui les incitaient à retravailler. Donc voilà sur la gamification. Alors, juste équilibre entre autonomie et contrainte. Je suis désolée, il y a un petit bug sur mon affichage, mais c'est pas grave. En fait, on se rend compte dans Serious Game qu'on mobilise à la fois la contrainte et à la fois l'autonomie. La contrainte, c'est unité de lieu, unité de temps, unité d'action, que tous les formateurs connaissent bien. L'autonomie, c'est ATAWADAC, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content, c'est-à-dire je me forme où je veux, quand je veux. Finalement, notre Serious Game va se positionner entre les deux, mais plutôt du côté de la contrainte. On a produit un dispositif qui est très cadrant, très cadré et cadrant pour nos utilisateurs. Donc, le O de FOAD, donc formation ouverte et à distance, est plutôt un petit O pour le cours, puisqu'il y a de l'autonomie, mais quand même beaucoup de cadres. Et ce positionnement du curseur entre autonomie et contrainte, il va pouvoir se faire sur différents
champ, on va dire. Sur l'itinéraire, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Ils sont très guidés. On ne peut pas revenir en arrière. On fait le niveau 1 avant le niveau 2. Un petit peu d'autonomie, mais c'est assez limité. Sur les dates sur lesquelles les personnes vont faire le Serious Game, il y a de l'autonomie à travers une interface calendrier. C'est d'ailleurs très, très, très apprécié ou pas. Là, c'est un peu au choix de l'organisateur. Sur la durée des séquences, pour le coup, on est très, très cadrant. Les séquences de Serious Game sont... l'unité d'œuvre, c'est la demi-journée. Les séquences de présentiel sont sur une journée. Les séquences de Serious Game sur une demi-journée. Et on ne sort pas de ça. C'est voulu, c'est cadrant. Sur la navigation, c'est pareil. Il y a certains moments où on va pouvoir naviguer librement, mais beaucoup d'autres quand même où on va être très guidé par des consignes. Sur les révisions, on a un petit peu plus d'autonomie. Il y a des révisions automatiques qui se lancent pour remobiliser les connaissances au bout de 1 jour, 7 jours et 3 semaines. Mais beaucoup de révisions libres qui sont proposées. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait progressivement dans le développement et qui, à mon avis, est un fort levier d'engagement de l'apprenant. Bien positionner le curseur sur ce continuum entre autonomie et contrainte. Voilà sur ces focus. Me revoici. Parfait. Une petite seconde avant de donner la parole à notre premier client, et notre toujours client, ce qui prouve qu'on ne s'est pas fâché. On a quelques questions, on pourra au moins en traiter une rapidement pour vous donner une indication. Donc la question est assez simple. Elle dit et lors de la première connexion, les gardiens sont-ils accompagnés ou mettez-vous à disposition un guide? Alors je vais faire une réponse très rapide en la matière. C'est les deux. On a une première séquence d'introduction dans laquelle on fait une prise en main du dispositif. C'est un jeu qu'ils vont utiliser, enfin on est sur des formations qui sont assez longues, donc on prend le temps de leur permettre de permettre aux stagiaires de découvrir et de se familiariser avec l'objet. À l'heure actuelle, c'est beaucoup Marika qui fait ces choses-là, mais à l'avenir, on s'organisera un peu différemment. Et par ailleurs, ils disposent d'un guide là pour les accompagner plus dans la durée. Mais la prise en main n'est pas d'une difficulté épouvantable. En revanche, elle est nécessaire. Il faut faire les choses proprement. Voilà, ça c'était pour la réponse à une première question. Mais maintenant, j'aimerais, dans le déroulé de notre histoire, que Thomas Dubouchot nous dise finalement ce qu'il a pensé de tout ça. Ça a été notre premier client, donc il a pris les risques et aussi essuyé les plâtres avec nous. Mais alors, est-ce que vous aviez à cette époque-là, Thomas, envie d'y croire? Et puis, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Martin. Donc, oui, en effet, on a été les premiers à mettre ce MOOC en place. Donc, pour recontextualiser un peu les choses, ça fait depuis 2017 que Limoges Habitat fait appel aux formations certifiantes de l'AFPOLS, notamment celle de gardien d'immeuble. Et donc, l'an dernier, à la suite du premier confinement, les choses ont totalement été bouleversées par la situation qu'on a pu connaître. Donc, on a voulu croire en ce nouveau système de formation à distance qui, pour nous, est un peu l'avenir de la formation professionnelle. On trouve un peu le système, on va dire, de formation classique où on est assis devant un formateur, je ne vais pas dire obsolète, mais les stagiaires aiment bien la nouveauté. Aussi, le métier de gardien d'immeuble est de plus en plus informatisé. Donc, c'est logique que les stagiaires soient confrontés à ce genre de système. En effet, donc pour répondre à la question de tout à l'heure, les gardiens sont accompagnés depuis le début, même si ils peuvent être en autonomie. Là, il y a quand même un formateur qui est là pour les accompagner. Notre premier groupe avait à la fois des personnes à l'aise avec le système informatique et d'autres qui étaient totalement débutants. Cela ne les a pas rebutés, bien au contraire, il a fallu un petit temps d'adaptation, mais ils se sont tout de suite immergés dans le jeu. C'est d'ailleurs ce que les participants
en retire, c'est vraiment l'immersion du jeu qui est très proche de la réalité du terrain à laquelle ils sont confrontés. On a vu tout à l'heure dans les démos les dégradations qu'il y avait sur les bâtiments ou dans le parking, par exemple. Aujourd'hui, c'est ça, ils le prennent en photo avec leur téléphone, leur tablette. Donc, c'est très bien que ça soit indiqué dans une formation, dans la formation gardien, ce qui n'est pas le cas dans la formation classique en distanciel, par exemple, en présentiel, pardon. Donc, pour nous, c'est vraiment, ça a été un très, très, très bon signe, quoi, en fait, cette formation. On n'a pas vu les stagiaires aussi satisfaits, honnêtement, d'une formation. Voilà, ils ont vraiment été pleinement contents de ce parcours. Ouais. Et en termes de résultats, est-ce que vous êtes satisfait? Vous avez le sentiment qu'ils en savent au moins autant que ceux qui sont passés en présentiel, qu'ils en savent plus? Enfin, comment vous percevez ça? Alors, il n'y a pas forcément de changement de niveau. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils avaient un réel enthousiasme pour cette formation et ils étaient vraiment, oui, autonomes dans la gestion de leur formation, ce qui n'est pas forcément le cas avec des groupes en présentiel où il faut souvent les rassurer, il faut souvent leur dire que ceci est bien pour améliorer les conditions de ton travail, etc. Donc, non, on n'a vraiment eu aucun souci là-dessus, en fait. Alors, dans les a priori, quand on a commencé à travailler sur ces objets-là, c'est d'ailleurs des a priori qu'on entend encore assez régulièrement, il y a une forme de crainte qui peut venir de l'encadrement qui dit « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un produit de formation de nature complètement inhabituelle pour ce type de public. Ils ne vont pas y arriver, ou ça n'est pas adapté à eux. » Non, c'est pas vrai, parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, le métier de gardien devient de plus en plus informatisé. Tous nos gardiens sont munis d'une tablette. Donc aujourd'hui, l'outil informatique est totalement présent dans leur quotidien. C'est donc logique et normal qu'ils soient formés à ce genre d'outils. Donc, ça fait partie de l'évolution du métier. Donc après, c'est normal aussi que la formation évolue avec. Antoine, tu voulais poser une question? Juste un mot pour dire que ce que nous dit Thomas était en fait une des préoccupations du COP. Lorsque nous avons construit l'outil et lorsque nous avons voulu le développer, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il est adapté à l'utilisation par les gardiens? Est-ce que les nouvelles techniques sont maîtrisées? Et finalement, ce que vous venez de nous dire est assez encourageant parce que vous nous dites qu'aujourd'hui, pratiquement tous les gardiens touchent à l'outil informatique, ont des tablettes, etc. Et donc, je pense que le choix que nous avons fait de digitaliser cette formation, de la rendre plus accessible, était un bon choix. Donc, merci Thomas pour votre témoignage. Oui, non, c'est vrai que ça a été très bien vu de la part des participants, d'autant plus qu'on avait vraiment un participant qui était un geek, un gamer, comme on peut dire, et qui s'est pleinement retrouvé en fait dans ce système de jeu immersif. Et à côté de lui, une personne qui n'était pas du tout à l'aise avec le système informatique. Voilà, ils se sont aussi entraînés entre eux après. Donc, chacun a pu s'y retrouver. Bon, alors peut-être une dernière question. Après cette première expérience, vous auriez envie d'y retourner? C'est-à-dire qu'on vous donne le choix entre faire du pur présentiel ou ces formules hybridées de formation. Vous allez plutôt vers quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on y réfléchit pour le prochain groupe de formation qu'on lancera pour 2022-2023. C'est actuellement en cours de réflexion. Cependant, ce système-là est en bonne voie, on va dire.
tout à l'heure, on a vu que c'est vrai que la formation classique est une formation assez lourde, notamment en termes de temps, de durée. Les participants peuvent être en formation 3 jours d'affilée, 2 à 3 jours d'affilée. Pour des personnes qui sont sur le terrain, qui bougent sans arrêt, c'est pas évident de rester 2-3 jours assis dans une salle face à une personne. Voilà, donc le système d'être en demi-journée sur une formation, même eux, voilà, ils s'y retrouvent beaucoup plus facilement. Bon, et après, en effet, le système, le coût intervient également dans cette gestion, dans le choix. Une question que je vous transmets d'un de nos auditeurs ou d'une de nos auditrices. Dans les pratiques des gardiens, avez-vous constaté des changements ou une évolution? Alors, ça, on va dire, c'est nos locataires qui le constatent le plus facilement. On a bien remarqué par le biais des questionnaires de satisfaction que l'on transmet à nos locataires que dans la très grande majorité, les locataires sont satisfaits de leur gardien et de leur pratique. Après, en effet, ce qu'on a constaté, du coup, c'est une meilleure prise en main de l'outil informatique par les gardiens. Ça, après, ça fait partie de l'évolution du métier, comme je le disais, et donc c'est plutôt bon signe, justement. Voilà. Ben, merci beaucoup, Thomas, et on espère rester avec nous, bien sûr, mais revenir chez vous pour une autre session de type Serious Game. Sans problème, je suis en relation avec Benoît assez régulièrement pour ça, donc oui. Merci à vous. Merci. Je vous propose à tous qu'on retourne écouter quelques propos de participants qui vont compléter les témoignages précédents. Donc, vous pouvez lancer la vidéo. C'est un outil justement qui répond à ce besoin de se projeter dans sa fonction de gardien de manière virtuelle, mais qui permet de répondre aux attentes du métier. Aussi, ça nous prépare vraiment bien dans l'examen aussi, ouais. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a des mises en situation, mais il y a aussi beaucoup de vocabulaire. Parce que le métier de gardiennat, c'est vraiment un métier qui est vraiment riche en vocabulaire. Je pense que ça me prépare bien à l'examen et ça permet justement de pouvoir être compétent et de pouvoir réussir l'examen dans les meilleures conditions. Ça nous prépare à toutes les situations qu'un gardien peut rencontrer sur son site. Quand on est sur le terrain, ce n'est plus du virtuel. Et ce qu'on a vu, on le voit réellement. On le vit, si vous voulez. Voilà. En cours, on nous explique aussi les mises en situation, quoi. Ils se complètent, en fait. Franchement, c'est un lien vraiment. Ça sent bien. Ça nous aide vraiment à nous entraîner, ouais. Là, j'étais sur une situation, c'était les quittances de loyer. Un locataire qui s'était plaint parce que sa quittance de loyer a augmenté, parce que voilà, ses plafonds aussi ont augmenté, le travail, etc. Et voilà, franchement, ça me plaît bien. C'est surtout les troubles du voisinage. C'est une situation qui m'a marqué parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi et ça m'a permis justement de mieux gérer la situation. C'est vrai que quand on n'arrive pas à débloquer une situation, après on revient, il y a des révisions derrière, on essaye de mémoriser quand même. On a des croquis où il y a des noms, on attribue, on va vous parler d'un truc de plomberie. Il y a un expert qui est dans le jeu, qui va vous donner quelques informations. C'est bien fait. C'est un outil très opérationnel et assez dynamique. Nous, de travailler derrière aussi quand même. C'est vrai que c'est virtuel, mais il y a la réalité quand même. Je sais qu'on a même demandé, nous, à l'avoir personnellement à la maison, parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment cool, vraiment bien. Ça aide vraiment. On avance à un bon rythme. Moi, je suis là pour apprendre. Donc, du coup, tout ce que je vois, ça me forme. Merci à vous de m'avoir interviewé et de pouvoir donner mon avis sur cet outil. Merci à vous de m'avoir écouté et voilà. Merci. Tout va bien. Ouais.
Bon, vous voyez ces sourires, ça, en fait, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est beaucoup de travail, d'intention et d'envie de réussite. Et là, quand on voit des vrais participants qui sont allés jusqu'au bout et qui nous font ce type de retour, franchement, c'est extrêmement enthousiasmant. On a l'impression d'avoir touché quelque chose d'intéressant et c'est aussi ça qu'on avait envie de vous partager. Alors, il y a quelques questions encore qui arrivent sur la thématique du déploiement opérationnel des formations. Benoît Barré, dont je vous ai parlé, il répondra tout à l'heure. Juste avant ça, on va faire un petit détour encore et on va essayer de commencer à ouvrir le capot, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a dedans. Ou comment ça a été fait. Alors, on ne va pas entrer dans les dimensions très techniques, mais néanmoins, vous parler des choix que nous avons faits pour travailler sur cet objet-là. Mareka, à vous la parole. Oui, alors avant que Benoît parle du déploiement de ce dispositif, quelques éléments sur le développement qui a été long, plusieurs années de travail, de nombreux contributeurs, un investissement conséquent, comme l'avait cité Antoine. Donc finalement, au départ, on a fait des choix stratégiques forts. Notamment le choix de créer nos propres outils. On aurait pu identifier des outils auteurs nous permettant de créer nos séquences digitales. On aurait pu les déployer sur des LMS existants sur le marché. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Donc, nous avons trouvé un partenaire technique, The Walking Nerds, qui est un studio de création et de développement digital avec qui nous avons créé un lien étroit pour créer nos propres outils. Nous avons aussi fait le choix de missionner un externe. Nous aurions pu nous appuyer sur nos ressources internes. À l'AFPOLS, on est plein de formateurs experts, de pédagogues, on commençait le digital. On aurait pu aussi aller chercher des compétences sur le marché du digital learning, qui est en plein essor. Eh bien, finalement, on a fait un choix différent. On a choisi de travailler avec un réalisateur audiovisuel qui avait ce site particulier, qu'il avait un focus très fort sur l'expérience utilisateur. Donc, ça a conditionné finalement ce qu'on a produit. Et avec ces gens-là, eh bien, on a créé une filiale dédiée qui s'appelle GraphCool et qui permet de combiner toutes ces compétences, les compétences techniques, les compétences audiovisuelles avec le focus utilisateur dans la conception du produit et bien sûr toute la pédago et l'aspect métier. Finalement, dans le développement, ce n'est pas une, mais des ingénieries que nous avons mis en place. Je vais les détailler rapidement. En premier lieu, l'ingénierie des ressources, les vidéos pédagogiques, les vidéos de narration, tous les mini-jeux, les fiches pédagogiques, finalement, c'est une forme d'ingénierie pédagogique. Toutes ces ressources sont combinées au sein d'activités. C'est là où on va y mettre la narration, tout le storytelling, et puis les ordonnancer de manière pédagogique, et puis toute la gamification. Troisième niveau, l'ingénierie dispositif. Et là, on choisit la trame narrative ou la métaphore globale, l'ordonnancement, le conditionnement des activités, toutes les questions de tracking, le choix des indicateurs qu'on a choisi nous-mêmes, puisque nous avons créé nos propres outils, leur représentation graphique pour les différents usages aux différentes échelles, puisque de l'utilisateur en passant par le client jusqu'à nous dans la démarche d'amélioration continue, il faut qu'on ait de l'info sur l'usage de ce serious game et voilà, donc taux de complétion, durée, taux de réussite au quiz, etc., etc. Le dernier niveau d'ingénierie, c'est l'ingénierie de déploiement. C'est là où on va mettre l'accompagnement des formateurs. Il y a une question là-dessus. L'ingénierie des examens également, tout l'accompagnement humain, les choix qu'on va faire sur le déploiement en termes de calendrier. Tout cela, c'est à ce niveau-là que ça se met. Il faut noter quand même que j'ai ici fait distinguer 4 niveaux d'ingénierie, mais elles ne sont pas strictement successives. Elles se recoupent parfois dans les calendriers et dans les personnes en charge. On n'a pas 4 personnes qui vont agir à 4 moments différents. Tout cela se fait de manière très imbriquée. Et enfin, sur les compétences, eh bien, il a fallu aller chercher de nombreuses compétences. Donc, voici un joli arbre des compétences, une métaphore végétale. Dans la compétence vidéo, on a travaillé avec une boîte de production qui s'appelle Cappuccino, qui nous a permis de trouver ces compétences de montage, de post-production, de prise de vue, de prise de son, la réalisation, etc. C'est un vrai métier.
les compétences orientées graphisme et usage qu'on a trouvé chez notre partenaire, The Walking Nerds, avec l'expertise UX, UI, les graphismes, le web design, etc. etc. Les compétences très tech, donc les développeurs front, c'est ce que les utilisateurs voient, les développeurs back, c'est toute la machinerie qu'il y a derrière, puisqu'on a créé nos propres outils, et puis les intégrateurs, intégratrices, sans oublier la branche pédago, c'est nous, avec tous les ingénieurs pédagogiques à différents niveaux, chacun s'exprimant pleinement à différents niveaux des ingénieries pédagogiques, et puis tous les experts métiers et formateurs avec qui nous avons travaillé. Le tout étant chapeauté par un chef de projet qui s'occupe du pilotage et qui va gérer les arbitrages qualité, coût, délai. Autrement dit, qu'est-ce qu'on produit, dans quel délai et avec quel budget? Et il y a des arbitrages importants à faire. J'en ai terminé sur la partie développement, c'était très synthétique. Je vais peut-être passer la parole à Benoît. Oui, Benoît, je vais juste pour introduire ton propos. Une fois qu'on est passé au-delà des questions de conception, il se pose la question de comment on fait pour délivrer ça dans la vraie vie. Alors, il y a deux questions qui méritent d'être traitées dans le cadre de ta première intervention, enfin de cette intervention-là. Sur lesquels je voudrais attirer ton attention. Donc, on nous demande comment on fait pour articuler présentiel et distanciel, donc comment les deux modalités de formation s'articulent. Et puis, il y a une question dans la question qui est est-ce que les séquences de formation synchrones se font en présentiel ou en distanciel? Donc, je te laisserai répondre à ces questions-là. Et puis après, des questions relatives à l'aménagement du poste de travail. Alors ça, pour nous, c'est difficile d'y répondre. Donc là, je fais une réponse un peu générique. Ça dépend pour le coup de l'employeur. Donc on a quelques préconisations, mais ça ne va pas au-delà. Donc, Benoît, alors, et dans la vraie vie, comment ça se passe, ce type de formation et surtout de déploiement? Alors, dans la vraie vie, on va le déployer, en fait, donc je vous parlais d'un parcours, juste si on peut descendre le slide. On va déployer ça sur 3 niveaux. Il va se déployer déjà au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire des participants, au niveau des formateurs, et au niveau de l'AFPOLS, donc de l'organisme en interne, sur tout ce qui va être gestion et coordination. Donc, au niveau des participants, la première étape, c'est de vérifier qu'il y a la faisabilité technique. Donc on va installer, avant le début du parcours de formation, l'outil, le Serious Game, pour vérifier qu'il fonctionne. Deuxième étape, au début du parcours, première journée, une prise en main. Donc là, effectivement, ils ont un guide, mais on les accompagne pendant une journée pour vérifier qu'ils maîtrisent bien l'outil, qu'ils seront autonomes dessus. Ce qui est intéressant, ça a été dit, c'est que cet outil qui peut intrigué au début, en fait, on a constaté que ça permet de réduire ce qu'on peut appeler la fracture numérique. Des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique se retrouvent très facilement, parce qu'il y a juste des flèches directionnelles et une souris, à utiliser un outil qui peut paraître complexe. Donc ça rassure énormément, et c'est une très belle reconnaissance. Et bien sûr, une fois qu'on les a formés sur la première journée, on les suit. Il y a des points réguliers pour vérifier qu'ils sont toujours dedans, qu'ils ne rencontrent pas de difficultés et que bien sûr l'avancement suit son cours, qu'ils sont ils effectuent les situations apprenantes comme il se doit. Ça, c'est au niveau de l'entreprise des participants. Deuxième niveau, c'est au niveau des formateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des formations présentielles qui vont s'appuyer sur le Serious Game. Comment ça se passe? Alors, premier niveau, identique aux participants, déjà vérifier que les formateurs ont l'outil technique, donc l'ordinateur, qui ont la capacité. Donc, on l'installe sur l'ordinateur, ça passe, ça marche, impeccable. Ensuite, effectivement, il va y avoir une mise en cohérence, qu'on appelle une mise en cohérence des sources d'apprentissage. En gros, on va demander aux formateurs d'effectuer le Serious Game pour bien comprendre comment ça va s'articuler par rapport à leur intervention présentielle. L'idée étant qu'il n'y ait pas de répétition, mais plutôt du renforcement et du développement. Pour optimiser tout ce qui va être les séquences d'apprentissage entre le Serious Game et le présentiel, que ça se complète. Troisième niveau, c'est en interne, c'est tout ce qui va être équipe de gestion et de coordination. Ça veut dire gérer déjà tout ce qui est hotline en cas de difficulté. L'idée du Serious Game, c'est que les apprenants soient autonomes.
mais il faut qu'on soit quand même en back-office pour répondre à leurs questions ou à leurs difficultés. Deuxième niveau, ça va être le suivi. Comment on suit l'avancée des apprenants, donc ça on a une traçabilité, et en même temps l'intérêt de remplir les obligations de Calliope. Comment faire en sorte que ces trois parties puissent communiquer, que l'information circule librement et que ce soit fluide. Donc là, effectivement, c'est tout le rôle du coordinateur pédagogique qui est en lien à la fois avec les participants, à la fois avec les formateurs, et puis avec l'équipe de gestion. Et ensuite, ce qu'on vous disait, il y a l'outil d'accompagnement qui est conçu et mis à jour. Ce qui est intéressant dans ce déploiement, c'est qu'en fait, pour les formateurs comme pour l'équipe de gestion et de coordination, en fait, ça va se faire la première fois. Une fois que c'est fait, c'est rodé. Les formateurs, ce sont toujours les mêmes, donc ils savent comment ils interviennent. Alors, ils adaptent en fonction des participants leur présentiel, en fonction du niveau, des questions, etc. Mais ils sont rodés. C'est de la répétition, donc c'est assez pratique. Pareil pour l'équipe de coordination et de gestion, il y a un guide qui est créé, effectivement, il y a des mises à jour, des améliorations, mais il est là. Pareil dans tous les outils de suivi, etc. Voilà grosso modo au niveau du déploiement. Alors pour répondre à la question, le serious game, où il se fait, le serious game peut se faire effectivement en tous les cas de figure, en fait, ça dépend, on fait du sur-mesure, on prend en considération les contraintes des clients, mais aujourd'hui, certains le font à l'AFPOLS, chez nous, c'est-à-dire qu'on met à disposition une salle avec un parc informatique où les apprenants viennent. Parfois, ça va être chez le client directement. Voilà. L'idée étant, dans tous les cas, qu'il y ait des demi-journées de programmer et de mobiliser pour que les stagiaires puissent se former. Donc ça, c'est au niveau d'une unité. On va juste passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, quel résultat ça a donné? Alors, il faut avoir en tête, on a parlé du serious game qui s'est construit il y a 2 ans, c'est tout à fait vrai, mais comme vous le savez, l'année 2020 a été un peu compliquée, avec le coronavirus, les conditions sanitaires, en tout cas pour tout ce qui est formation certifiante, ça a chuté d'un coup, ça s'est arrêté, donc il a fallu remettre l'année en marche. Donc le réalisé 2021, on va distinguer l'inter-entreprise, c'est-à-dire les formations qui se font au sein de l'AFPOLS de stagiaires de différentes entreprises, et intra-entreprise qui est vraiment pour un client, au sein de sa structure. Donc en 2021, on a réalisé 4 promotions de 12 personnes, et en intra-entreprise, 5 promotions de 12 personnes également. Ce qui est intéressant, c'est voir avec les engagements de 2022. Aujourd'hui, on est passé en inter-entreprise 4 promotions à 6, même depuis hier, on serait plutôt à 8. Donc ça se développe parce qu'on se rend compte en fait que nos sessions qui sont en limite à 12 personnes se remplissent si on est obligé de les doubler. Et puis en intra-entreprise, pour le coup, aujourd'hui on est à 8. Alors c'est 8 avant que l'année 2022 commence, parce que l'intérêt du serious game, c'est comme le nombre de jours de formation présentielle diminue, il fait sur un laps de temps plus court, sur des parcours avant qui pouvaient durer 10 mois, 12 mois, parfois un peu plus. Là, on va être plutôt sur une temporalité de 6 mois, 8 mois. Et on a aussi la possibilité de faire des partenariats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt en 2022 pour le coup, on a 27 serious games de programmés. Qu'est-ce que j'appelle un partenariat? Pour faire simple, on a le serious game qui compose des briques apprenantes. Le client peut, lui, s'appuyer sur ses formateurs internes, sous condition de les former, pour intervenir. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition l'outil purement et simplement. Alors, pourquoi ce succès aujourd'hui? Et qu'est-ce qui nous permet en fait de le déployer en masse? Pour résumer, on va s'appuyer sur 3 points. Déjà, moi, ce que j'appelle un effet ciseau. C'est-à-dire que le serious game s'appuie sur une méthode pédagogique inductive qui est basée sur l'émotion, c'est-à-dire que se base sur une situation qu'on rencontre, qui joue sur l'émotionnel. Donc ça permet d'apprendre de façon beaucoup plus pertinente. Également, comme on est sur des phases d'auto-formation, c'est-à-dire que les stagiaires se forment tout seuls pendant une demi-journée, ils apprennent à leur rythme. Ce qui fait que, par exemple, sur trouble du voisinage, quelqu'un qui est assez performant va passer vite sur cette situation apprenante et passera un peu plus de temps sur les encombrants, par exemple. Et puis, ça permet, d'un autre côté, une diminution des coûts. C'est-à-dire que sur un parcours où avant, vous aviez 40 jours de présentiel, vous allez avoir peut-être maintenant 16 jours de présentiel. Ce qui fait que, ou un peu plus, ça dépend, parce qu'on peut l'augmenter, on peut faire du sur-mesure en fonction du niveau des stagiaires. Ce qui veut dire que vous diminuez le coût des formateurs.
Alors, vous diminuez le coût des formateurs, mais vous diminuez aussi la logique organisationnelle. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui aussi, c'est que le South Game, c'est extrêmement innovant au niveau de l'apprentissage, et aussi c'est une très bonne marque employeur. C'est vrai que au début, le stagiaire, quand il se pose devant, il fait « Waouh, c'est impressionnant ». Après, bon, et la réflexion qui se fait, c'est « Je me détends, c'est de la formation ». Mais ça donne une trace extrêmement importante et forte. Et ce qui fait que, in fine, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que lorsque le parcours se termine, nos stagiaires nous disent quoi? Est-ce que je peux continuer à l'avoir? Est-ce que je peux continuer à l'utiliser? Est-ce que vous pouvez me laisser l'accès au Sales Game malgré que la formation soit terminée? Voilà. Merci Benoît. Une question complémentaire qu'on peut avoir le temps de traiter avant de nous orienter tranquillement vers une conclusion et la fin de cette table ronde qui, je l'espère, vous aura beaucoup intéressé. Benoît, elle est plutôt pour toi, cette question. C'est bon, est-ce qu'on a terminé des promotions? Alors là, je peux répondre tout seul. La réponse est oui. Et quel est le taux de réussite à la certification avec ce type d'approche? Et en creux, est-ce qu'il est identique, meilleur? Est-ce que ça change quelque chose en termes de réussite à la certif? Alors, oui, ça change. Le taux de réussite est nettement supérieur. En présentiel, sur du gardien d'immeuble, on était à 90% à peu près de taux de réussite. Aujourd'hui, on est à 99,2% de taux de réussite. Donc le taux est nettement augmenté parce que ce qu'on peut comprendre, la notion d'auto-formation permet un meilleur apprentissage et la notion d'innovation, ce renouveau qu'on propose, fait que les personnes sont beaucoup plus attentives et motivées pour apprendre. Antoine? Oui, peut-être une question à Thomas. Qui semble très au fait de ces formations. Est-ce que dans votre esprit, et lorsque vous avez entamé cette formation, la perspective d'une évolution de carrière était également présente dans votre esprit, à savoir que, bon, aujourd'hui, vous faites une formation de gardien, apparemment, elle vous a beaucoup plu. Est-ce que vous pensez que la même chose devrait se faire sur d'autres métiers, d'autres qualifications dans le domaine du logement social? Alors, oui, la question d'évolution de carrière, on l'a tout de suite mis en avant auprès de nos personnels, puisque une qualification peut se jouer aussi bien en interne que dans n'importe quelle autre entreprise. Donc, une personne peut être amenée à bouger en France ou n'importe où. Donc ça, c'est toujours à prendre en compte. D'ailleurs, on remarque aujourd'hui sur les premiers groupes de gardiens que nous avons formés, alors c'était avec un parcours classique, beaucoup sont aujourd'hui devenus gestionnaires de site, voire responsables de site. Donc, en effet, il y a bien cette évolution à prendre en compte. Et après, par contre, vous aviez une deuxième question, c'est moi, il me semblait, je crois bien, non? Non, c'était... Non, vous avez répondu à ce que je souhaitais obtenir. Après, si je peux faire juste une petite aparté par rapport à la certification, moi, de ce que je retiens, c'est que le groupe de Cook que nous avons certifié était beaucoup plus préparé à la certification qu'un groupe plus classique. Donc, ils abordaient la certification, je ne vais pas dire de façon plus à l'aise, mais ils se sentaient beaucoup mieux armés, en fait. Voilà. Alors que les groupes plus classiques ont tendance à se poser beaucoup plus de questions, à être un peu plus angoissés et stressés. Voilà, ce qui peut amener un taux de réussite un peu moins important. D'accord. Voilà. Merci Thomas.
Eh bien, merci beaucoup à tous. Alors, il y a quelques questions auxquelles nous ne pourrons malheureusement pas répondre, notamment une sur le ROI, le retour sur investissement du Serious Game. Alors, la réponse, c'est que on est bien sur quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on améliore les marges et par ailleurs, les intervenants sont gagnants aussi puisqu'on développe les volumes. Donc, on est sur un système dans lequel on est plutôt satisfait à la fin de ça. Les formateurs travaillent autant, voire un peu plus, et nous, ça nous coûte un petit peu moins cher. Après, c'est comme les gros investissements, ça se pense dans le temps. Pour les autres questions, on pourra revenez vers nous. Enfin, on pourra toujours vous répondre de manière spécifique. Laissez-nous vos coordonnées, on le fera avec plaisir. Si vous avez des questions plus détaillées encore, vous pouvez revenir vers l'AFPOLS. Nous sommes faciles à trouver et très bavards sur ce projet. Il me reste à remercier les différents intervenants de cette table ronde. Alors, dans un premier temps, commençons par les gardiens qui se sont longuement exprimés dans le cadre de cette table ronde. Je remercie Thomas particulièrement pour le temps qu'il a pris à nos côtés et également pour nous faire progresser. Benoît, ainsi que l'infatigable Mareka qui porte avec enthousiasme tous nos projets. Et pour le coup, surtout Antoine qui témoigne très fortement d'un bel investissement d'administrateurs bénévoles dans l'AFPOLS. Alors, il est représentant au titre des organisations syndicales et je pense que chacun d'entre vous a pu se rendre compte qu'on est dans un vrai dispositif paritaire qui fonctionne bien et qui est plutôt harmonieux à date d'aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention. Et passez tous une bonne fin de séminaire, enfin encore 2 jours qui vont se dérouler sous ces formats-là. On vous croisera peut-être en tant que participants à l'avenir. Bonne fin de journée à tous, merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne fin de journée. Merci à vous, au revoir. Merci.